Bonjour à tous et bienvenue donc à cette première après-midi de conférence. On va commencer avec Akio. Et on a le plaisir d'avoir Philippe Guillenec, excusez-moi, donc qui est directeur marketing et communication du groupe, qui est venu avec un client et pas des moindres, Jean-Claude Rouir, donc qui est directeur général délégué en fait d'Énergie Mutuelle, groupe Malakoff Médéric Humanis, un nom à particules. Et donc, je crois que vous allez nous parler des techniques en fait, pour cultiver la transparence au service de la confiance du client. Voilà, je vous laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous. Alors, on va peut-être commencer par se présenter. Encore que finalement, on va peut-être commencer par vous demander ce que vous attendez de cette réunion. Est-ce que vous êtes venu pour écouter un sujet qui est transparence, confiance, donc business. Est-ce qu'il y a des points particuliers qui vous intéressent? Est-ce que vous voulez prendre la parole pour nous dire qu'est-ce que vous attendez? Et du coup, je vais te demander si tu veux bien de passer le micro aux personnes qui voudraient dire... Ah, ça marche pas. Donc l'interactivité va être un petit peu limitée. C'est dommage parce que la transparence, ça passe aussi par de l'interactivité. Mais en attendant, bon, on va commencer. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, à parler très fort, très très fort. Mais venez. Venez. Ouais, je pense que sans le micro, c'est compliqué quand même. Bonjour à tous. Michel Garlopo, groupe April. J'ai plus l'habitude d'être une scène pour faire du théâtre, mais bon, on va parler confiance. Non, ma question était la suivante, c'est que je gère notamment tout ce qui est réputation de la marque April. Et souvent, les messages les plus compliqués à gérer sont ceux qui nous disent bah oui, de toute façon, vous êtes assureur, donc escroc, ce genre de choses. Vos appels de cotisation ne sont pas clairs. Voilà, c'est tous ces points-là qui, généralement, peuvent poser souci dans la manière dont on va gérer notre réputation publique, quoi. Entre autres. Merci, c'est noté. On va effectivement essayer d'y répondre, au moins partiellement. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Merci, bonjour. Adil Hadji, je travaille dans le domaine de la santé. Je suis là pour voir comment on peut gagner la confiance du client en gérant mieux ses doléances, en essayant de répondre à ses attentes, en absorbant premièrement sa colère quand il est insatisfait quant au service rendu, et en traitant ses doléances à temps et en lui offrant des solutions adaptées à ses attentes. Voilà. Merci. Quand je dis noter, je vois que tu prends des notes, c'est bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Rapidement, ok. C'est intéressant parce que d'ores et déjà, on voit que le sujet est un peu complexe parce que d'un côté, on a quelque chose qui ressort plus de la réputation et donc d'une manière générale, de l'image et de la communication générale de l'entreprise. Et de l'autre, on a la relation client au sens presque one-to-one. C'est comment est-ce qu'on fait pour que au quotidien, la relation avec les clients, avec les consommateurs, avec les adhérents, avec les patients, en l'occurrence, se passe bien. Et on va voir que c'est intéressant parce que les deux sujets sont intimement liés, finalement. C'est-à-dire que quelque part, votre réputation dépend beaucoup de la façon dont vous gérez les doléances, notamment. Bonjour à tous, donc je m'appelle Philippe Guillenec. Je suis directeur marketing d'Akio. Akio, c'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans le service client. Alors on fait le constat que c'est le service client un métier qui a profondément évolué comme beaucoup de métiers, mais alors lui particulièrement et pour deux raisons. La première, c'est qu'il est devenu très complexe. Très complexe parce qu'il y a de plus en plus de procédures et surtout de plus en plus de canaux d'interaction. On parlait de doléances, et les doléances elles peuvent arriver par téléphone, par email, par chat, maintenant par les réseaux sociaux, mais toujours en face à face dans les boutiques par exemple, sur un salon, ça arrive aussi. Et en face, vous avez un conseiller de clientèle qui doit gérer toute cette difficulté, toutes ces attentes, toutes ces demandes des clients, éventuellement doléances, et qui doit les gérer par des canaux différents et souvent avec des logiciels différents. Et ça, évidemment, c'est de plus en plus compliqué à prendre en considération. Et en parallèle, et de manière, je dirais, presque contradictoire, vous avez des clients qui sont, eux, de plus en plus exigeants. C'est-à-dire que, typiquement, vous savez bien, quand vous passez une commande, et que vous appelez ensuite parce que votre livraison n'est pas arrivée, et qu'ensuite vous envoyez un email, vous n'êtes pas content. Il faudrait que tout soit traité immédiatement. Et quand vous avez quelqu'un en ligne, que votre conseiller de clientèle connaisse le dossier. Il sache que vous avez commandé,
que vous avez déjà appelé une première fois, que vous aviez envoyé un email. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas content, il s'en va. On a mené une étude l'année dernière avec LSA, le magazine, qui montre que dans 70% des cas, les consommateurs, lorsqu'ils ont le sentiment de ne pas être reconnus par l'entreprise, sont prêts à quitter l'entreprise, changer de marque. Donc c'est un métier qui devient compliqué. Il y a de plus en plus de pression et en parallèle, c'est un métier où la multiplication des canaux rend la tâche difficile. C'est pourquoi Akio, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une plateforme logicielle qui permet de traiter de manière efficace, qui permet aux conseillers de clientèle d'être dans les meilleures dispositions pour traiter de façon efficace. Je vais essayer tout de suite avec ça. Voilà, de parler de façon efficace, c'est très bien. De traiter donc de façon efficace aussi bien les appels téléphoniques que les échanges digitaux par email, par chat, par réseaux sociaux. Et le tout, et c'est là qu'on en vient au sujet, et qu'on va passer la parole à Jean-Claude, le tout grâce à une approche basée sur la confiance. Comment ? Parce que l'idée, c'est d'être en capacité, au travers de notre plateforme, de mettre à disposition du conseiller de clientèle et du client final les informations dont le client final a besoin. Les bonnes informations au bon moment via le bon canal avec le bon interlocuteur. Ça, c'est tout un métier, c'est tout un savoir-faire. Ça fait des années qu'on fait ça et c'est vraiment un savoir-faire qu'on développe. C'est pas que du logiciel. Alors, il y a de la technologie, évidemment, derrière. Notamment, on en reparlera peut-être, il y a de l'intelligence artificielle parce qu'il faut analyser les conversations. Mais c'est aussi beaucoup de savoir-faire métier et on est sans arrêt en proximité avec nos clients. Ça, c'est ce qui permet de développer de la confiance avec nos clients. Et c'est ce qui permet à nos clients de développer de la confiance avec leurs clients. C'est un triptyque. Et le tout en toute transparence. C'est pourquoi nous avons fait appel à un grand témoin, un grand intervenant, qui est Jean-Claude. Est-ce que Jean-Claude, tu veux te présenter un peu plus longuement ? Alors, bonjour à tous. Je suis Jean-Claude Rouir, donc je suis DGD d'Énergie Mutuelle. Énergie Mutuelle, c'est une mutuelle qui intervient en complémentaire santé et en prévoyance. Je ne sais pas si c'est bon, on m'entend ? Bon. Donc nous protégeons. Donc oui, nous protégeons à peu près 600 000 bénéficiaires dans le secteur de l'énergie, particulièrement dans les industries électriques et gazières, donc des entreprises comme EDF, Engie, RTE, Enedis, GRDF et autres. Et nous utilisons les solutions Akio pour l'ensemble de notre relation client depuis 2012 maintenant, où nous avons commencé par la téléphonie, non par les mails, et puis par la téléphonie. Alors sur la confiance, alors dans le monde de la protection sociale, évidemment, nos adhérents attendent de notre part que nous respections leur contrat, nos engagements. Et dans cela, il y a eu une évolution ces dernières années, particulièrement les 10 dernières, où on est maintenant dans l'ère de l'immédiateté. Ce que vient de dire Philippe, il faut avoir réponse à ses attentes, à ses besoins, immédiatement, tout de suite. Et je vais avoir la bonne réponse au bon moment. Pour nous, en effet, c'est complexe, puisqu'on est des sociétés qui travaillons avec de multiples systèmes d'information, en interaction, de différentes générations, et il faut pousser les bonnes informations au bon moment aux personnes qui sont, aux collaborateurs, aux téléconseillers, aux gestionnaires qui sont en relation avec nos adhérents. Et une information synthétique, tracée, suivie, fiable. C'est donc un travail quotidien pour sécuriser et donner ces bonnes informations au bon moment. La confiance, oui, parce que sans respect des engagements, sans confiance, il n'y aura pas de développement. Puisque un adhérent en confiance, on va pouvoir, évidemment, dans nos métiers, il aura confiance, on va pouvoir développer, proposer d'autres produits, il va pouvoir nous recommander. S'il n'a pas confiance, évidemment, il ne le fera pas. Alors, une grande piste, c'est pour ça qu'on parle de transparence, ce que nous sommes en train de réaliser depuis plusieurs mois maintenant, et on en a pour encore 18 mois. On a une grande ambition stratégique, un plan stratégique que nous allons décliner sur la transparence. L'idée étant, alors ça paraît tout bête, mais d'apporter
en temps réel à nos adhérents, quels que soient les moyens de communication, mais particulièrement évidemment avec les espaces et particulièrement sur le smartphone, parce que bon, même les espaces web classiques, les extranets sont maintenant un petit peu dépassés, c'est de plus en plus les smartphones qui sont utilisés. Donc l'enjeu que nous avons, c'est d'apporter en temps réel l'ensemble des interactions que nous avons avec un adhérent, avec un client. Alors, oui, n'en dis pas trop parce que justement c'est ce qu'on se propose de faire là dans les 30 minutes qui viennent, c'est de vous expliquer ce que Énergie Mutuelle, enfin quand je dis nous c'est surtout Jean-Claude, d'expliquer pas à pas concrètement la façon dont il va gérer cette transparence, que ce soit sur la communication institutionnelle du groupe, notamment les aspects RSE, la réputation, et que ce soit également sur l'ensemble des interactions avec les clients ou les adhérents. Et donc de voir quelle est la situation du jour et à quoi tu veux arriver et quelles sont les étapes que tu mets en place pour y arriver. C'est bien ça? Ok. Avant ça, je vous propose juste quelques minutes en prenant un tout petit peu de recul. La confiance. C'est le sujet. Pourquoi c'est si important? Pourquoi est-ce que tu vas y passer autant de temps, tu vas mettre autant d'énergie, sans mauvais jeu de mots, à développer cette confiance vis-à-vis des clients? J'ai juste une question à vous poser, c'est est-ce que vous savez quels sont les 2 articles qui ont été les plus lus en 2018 sur BFM Bourse? Alors, vous allez me dire BFM Bourse, pourquoi BFM Bourse? Peut-être pas des fans de médias financiers. Moi, je trouve que c'est intéressant, les médias financiers, parce que c'est là que vous avez des cotations et des valeurs d'entreprise. Et c'est affiché avec des prix, hein, ça a des valeurs précises, c'est des chiffres. Et donc, ça triche pas trop. C'est difficile de le faire tricher sur le long terme. Donc, c'est intéressant parce que ça détermine très précisément la santé d'une entreprise ou d'un secteur industriel donné. Donc, c'est là que viennent très souvent des dirigeants. Donc, de savoir quels sont les articles les plus lus sur BFM Bourse, c'est de savoir quelles sont les préoccupations essentielles des dirigeants. Il y en a 2. Les 2 premiers. Le premier, c'est la fortune, l'augmentation de la fortune de Jeff Bezos en 2018. Tenez-vous bien, cette augmentation de sa fortune, c'est 7,7 millions d'euros par heure en 2018. Pour rappel, Jeff Bezos, c'est le PDG d'Amazon, qui est également la 2e marque mondiale sur l'échelle Harris de la confiance. C'est-à-dire que c'est la 2e marque mondiale en termes de reconnaissance de confiance des consommateurs pour les entreprises. Et ce, depuis des années. Le 2e article, c'est la perte de la fortune de manière considérable de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Le 25 juillet 2018, il a perdu 110 milliards de dollars en une journée, en une séance, suite au scandale Cambridge Analytica. Il se trouve que dans le même temps, il a vu sa société dégringoler dans l'échelle de confiance de 43 places, sur la même échelle, Harris, qui est l'indice de référence. Ça nous enseigne 2 choses. 1, la confiance, c'est très important pour le business et pour la valorisation des entreprises. Et ça, les dirigeants en sont pleinement conscients maintenant. D'où le fait que, je ne sais pas si vous êtes venus tôt ce matin, mais il y avait une file d'attente devant le salon qui était assez remarquable. Là, je vois des têtes qui hochent. Oui, c'était pas forcément agréable, mais ça veut dire que ça bouge énormément. La deuxième chose que ça nous enseigne, c'est que c'est un sujet, comment est-ce qu'on renoue avec la confiance, qui préoccupe considérablement les dirigeants d'entreprise, au point qu'ils vont donc lire ces articles. Et pourquoi? Parce qu'on a, c'est connu maintenant, on a une perte de confiance petit à petit, une confiance qui s'érode des publics. Alors d'une manière générale envers les institutions, on en voit un exemple tous les samedis, mais particulièrement auprès de ces institutions particulières que sont les entreprises. Et on voit que la confiance peu à peu baisse. Et ça, évidemment, c'est très préoccupant. Donc comment faire pour rétablir cette confiance? Eh bien, la première chose à faire, c'est de travailler justement la transparence. La première chose dont les entreprises ont besoin, c'est d'ouvrir leurs portes et de donner des informations, les meilleures informations possibles à leurs clients, les informations dont les clients ont besoin, en toute transparence, pas uniquement RGPD. Il s'agit de répondre aux attentes et aux besoins profonds, et voire même d'anticiper. Et c'est pas pour rien que je dis voire même d'anticiper. Il y a un théoricien américain, en fait, qui est un ancien lui aussi d'Amazon, qui s'appelle Joe Pine, qui en 1999 a écrit un livre qui s'appelle The Experience Economy, qui est en fait le livre à partir duquel on a commencé à parler de
l'expérience client. Alors c'est un terme aujourd'hui très à la mode, hein, l'expérience client, vous avez tous entendu parler, c'est venu de lui, c'est son livre qui a lancé le truc. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que pour qu'on établisse une confiance, un renouvellement de cette confiance, il y a plusieurs étapes. Ça ne vient pas comme ça. Il y a un premier niveau qui est, on doit travailler le profil. Est-ce que ça marche? Oui. On doit connaître le profil. Ça, c'est le premier niveau, c'est la connaissance. Simplement connaître son client. Tu vas nous en reparler tout à l'heure. Ce n'est pas forcément toujours le cas dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité. On ne connaît pas toujours son client. Et vous, vous en vivez en tant que consommateur, en tant qu'adhérent, en tant que public. Vous en vivez tous les jours des exemples. Mais ça, c'est qu'un premier niveau. Connaître le client, c'est juste avoir des données sur lui. Son sexe, sa nationalité. Par exemple, Grégory Scalabre, le directeur relations clients de Kiabi, me disait il y a quelques jours qu'on ne parle pas de la même façon quand on est conseiller de clientèle à un Russe et à un Italien. C'est pas possible. De la même façon, on ne parle pas de la même façon à une personne âgée et à quelqu'un de la génération Y. Ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas le même langage, la même grammaire. Ça, c'est la connaissance. Ça ne suffit pas. Il y a un deuxième niveau qui est la reconnaissance. Ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir que quand le client a appelé une première fois ou qu'il a envoyé un email, il faut le savoir. Vous ne pouvez plus, en tant que conseiller de clientèle, ne pas savoir ce qui s'est passé auparavant, ne pas avoir l'historique. Et pour ça, vous avez besoin de travailler le contexte de la relation que vous avez avec votre client, l'historique. Le dernier niveau dont j'ai parlé également, c'est d'anticiper ses attentes. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'informations, vous en avez beaucoup, vous en avez de plus en plus, surtout dans les centres de relations clients. Et avec tous ces niveaux, il faut arriver à déduire, à anticiper sur le besoin profond du client, ses attentes. D'aller plus vite que la musique, quelque part. Pour y arriver, tout ça, vous allez avoir besoin d'une vue à 360 degrés qui vous donne une connaissance globale de l'ensemble des besoins du client. Et là, on va en venir à ton intervention. Vous avez besoin d'une solution, d'une plateforme qui soit omnicanal, donc qui gère tous les canaux pour avoir un historique complet. Et vous avez besoin de faire de l'analytique, c'est-à-dire travailler l'ensemble des données qui sont récoltées au sein du centre. Voilà, ça c'est la théorie. Maintenant, ce qu'on va voir avec toi, c'est dans la pratique la façon dont ça se passe, concrètement. Est-ce que tu peux déjà, dans un premier temps, revenir sur l'importance de la confiance dans le secteur des mutuelles ? Est-ce que tu constates que c'est un problème, toi aussi, dans ce secteur-là, d'une manière générale, pas uniquement énergie mutuelle, mais que c'est un problème, ce problème de confiance se pose de plus en plus, et si oui, comment ? Alors, je vais rebondir notamment sur la question, enfin la remarque tout à l'heure. En effet, on est dans un secteur, la protection sociale, les assurances, en santé, en prévoyance, qui se complexifie, qui se réglementarise de plus en plus, et ça devient d'une complexité où même nous, on a du mal à suivre un petit peu, et pourtant on est, comme on dit, les professionnels de la profession. Donc le client, l'adhérent, lui, se retrouve quelquefois perdu. Lire un tableau de garantie, contrat d'assurance d'une mutuelle santé, ça devient très compliqué. Combien je vais être remboursé, c'est très compliqué. Si en plus on m'annonce que pour un devis dentaire, je vais avoir tel remboursement et que malheureusement le remboursement qui est réellement délivré n'est pas tout à fait le même, il va y avoir une problématique. Donc on a cette complexité de nos métiers dans la protection sociale. Et on a besoin surtout, là où il y a quelques années, je prends l'exemple d'une prise en charge en cas d'hospitalisation, qui est un des événements de la vie les plus critiques pour lesquels les adhérents font appel à nous. Là où auparavant ça se programmait, il y avait une prise en charge, elle a été demandée quelques jours avant, voire elle se faisait au bureau des entrées. Maintenant, tout doit se faire très très vite, y compris avec les bureaux des entrées. Il y a beaucoup moins de personnel dans les hôpitaux. Les hospitalisations se font dans la journée. Vous faites opérer, vous ressortez, vous n'avez même pas passé une nuit. Il faut que tout aille très vite. Là, avant, une hospitalisation durait 4-5 jours. Il y avait le temps de régulariser toutes les formalités administratives. Maintenant, il faut qu'elles soient faites en temps réel. Voilà, ça c'était pour imaginer un petit peu ce besoin d'immédiateté pour répondre. Et puis si moi, en temps réel, je ne suis pas en capacité de délivrer cette prise en charge, la confiance qu'a l'adhérent dans sa mutuelle, elle en prend un coup. Et justement, est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que les mutuelles d'une manière générale sont suffisamment équipées, Énergie Mutuelle en particulier, pour répondre à ces demandes ? Oui.
Par contre, de plus en plus, étant donné que ça se complexifie, alors je dis oui, parce que dans le cas général, on fait tous au mieux, évidemment. Mais il ne faut pas simplement faire au mieux, il faut le faire maintenant, et c'est là de manière transparente, c'est-à-dire que nos actes de gestion qui sont connus de la part du client une fois qu'ils sont réalisés, maintenant, il faut que tout le process de l'événement, j'ai une demande, le process de cet événement, il doit être tracé, il doit être restitué, et jusqu'à sa conclusion. Je vais prendre un exemple, je vais essayer de trouver un exemple là. Et je vais prendre pas mon secteur, je vais prendre Canal+, prendre l'exemple de Canal. Canal+, lorsque vous appelez Canal+, quelques secondes, quelques minutes après, votre appel téléphonique, il est enregistré, il est typé, il est catégorisé dans votre espace client. Et puis, il y a une suite, il va y avoir une clôture de l'événement qui fait de l'événement générateur qui a fait que vous appeliez Canal+. Nous avons, je crois, on a 650 000 mails par an entrants, on a plus de 400 000 appels téléphoniques entrants. Nous avons aujourd'hui beaucoup de mal à restituer, et c'était les travaux que l'on mène aujourd'hui, on a beaucoup de mal à restituer parce qu'on a énormément de fréquences de masse, et je ne parle même pas des prestations derrière. On a beaucoup de mal à restituer sur l'espace adhérent, sur l'ensemble des informations pour lesquelles il nous a contactés. Et c'est l'enjeu aujourd'hui de cette transparence. Il faut arriver à avoir... Alors tout n'est pas digital, hein, il y a aussi du vis-à-vis, la téléphonie, voire des rencontres physiques. Mais dans les espaces digitaux qui sont mis à la disposition des clients aujourd'hui, il faut qu'on arrive à restituer l'ensemble des contacts qui ont été des demandes de la part des adhérents et leur état et leur clôture, de façon à ce que oui, votre appel de cotisation est compliqué, je vous ai demandé de l'expliquer et j'ai pas de réponse. Moi, je rebondis sur le cas de tout à l'heure. Eh bien, j'ai une demande sur un appel de cotisation complexe, il est en cours d'analyse, mais ça doit figurer sur son espace. Et puis nous avons simplifié, nous avons restitué par mail peut-être en mail sortant une réponse ou en SMS, une réponse qui clarifiait et qui répondait à la demande. Ça, faut le faire maintenant avec cette notion de traçabilité en temps réel. Voilà. D'accord. Donc ce que j'entends, c'est que essentiellement, il y a un certain nombre de choses. Par exemple, chez Énergie Mutuelle, peut-être tu peux nous parler plus précisément d'Énergie Mutuelle. Là, tu as parlé de Canal+ et du secteur des mutuelles en général. Mais chez Énergie Mutuelle, qu'est-ce que vous avez qui est bien, qui fonctionne bien, et vers quoi il faut aller pour que ça fonctionne encore mieux en termes de transparence et de confiance, justement. Et pour répondre à cette problématique d'immédiateté. C'est là, aujourd'hui, nous n'arrivons pas aujourd'hui, mais nous y travaillons fermement, nous n'arrivons pas à restituer l'état en temps réel d'une demande d'un adhérent. Voilà, nous n'y arrivons pas. Alors c'est principalement un effet de volume aussi. Hein. Quand on a 4-5 appels par an, ça va. Quand on a 12 appels de cotisation mensuelle pour une cotisation mensuelle, ça va encore. Mais il y a des milliers de prestations, il y a tout un tas d'interactions. L'enjeu, c'est de restituer les adhérents, et c'est lié à l'ensemble des interactions qu'on a dans notre vie quotidienne avec tous les acteurs, ont besoin d'avoir exactement, et donc ce qu'on fait moins bien, par exemple, eh bien, c'est la réponse au devis dentaire, avec les délais que nous avons sur la réponse au devis dentaire, et puis derrière, les prises en charge qui sont réalisées, tout ça, ça doit être beaucoup plus fluide, et ça doit lier l'ensemble. Nous, on a un gros travail à mener sur l'ensemble de nos systèmes d'information, puisqu'on a des systèmes d'information en back-office qui sont divers, on a des systèmes en front, les vôtres notamment, on a du CRM, on a tout ça dont on doit mixer et au travers de tous les outils de relation client demain, pouvoir restituer l'ensemble de ces événements. Donc nous, on a à s'améliorer sur un certain nombre de points, mais c'est principalement sur les délais et sur lorsqu'il y a refus, parce qu'il faut savoir qu'on n'accepte pas tout. Il y a des demandes, et puis il y a des demandes sur lesquelles on va évidemment objecter et argumenter et refuser. Mais il faut aussi expliquer ce refus et l'expliquer clairement, vite, rapide, et pas attendre 3 semaines une réponse à un courrier, parce que la réponse au courrier sur des demandes et sur des refus, elle n'est pas forcément priorisée. Voilà, c'est le cas aujourd'hui chez nous. En fait, vous avez, dans un premier temps, vous avez déjà un système qui vous permet de répondre à des demandes relativement simples par téléphone, par email, hein, c'est ce que tu expliquais. Ça, c'est pour l'interaction immédiate avec le client. Et par ailleurs, il a un espace privé dans lequel il peut déposer une demande de remboursement, par exemple. Les deux systèmes ne communiquent pas forcément entre eux. Pas encore.
Et c'est justement là qu'est le problème, parce que d'une part, si je reformule ce que tu viens de dire, d'une part, lorsque le client appelle par la suite, parce que son devis n'a pas été accepté, il a besoin de savoir pourquoi. Un, il ne trouvera pas l'information sur l'espace privé parce que ça n'est pas indiqué. Et deuxièmement, s'il appelle, ton conseiller de clientèle, bien qu'il ait les bons outils a priori, ne saura pas retrouver cette information au sein de l'espace. Alors si, il la retrouvera, mais par contre, l'adhérent lui-même ne la retrouvera pas, et c'est là le problème. Souvent, pour faciliter la relation qu'on a au téléphone ou par chat, mais surtout au téléphone, il faut que la demande qui a été réalisée par l'adhérent quelques jours avant, une prise en charge ou quoi que ce soit, il faut qu'elle lui suive, qu'elle soit dans son espace et que ce soit connu des deux parties. Après, le conseiller va toujours arriver à trouver une solution, mais elle n'est pas... elle n'est pas fluide. Elle n'est pas fluide. Donc en fait, il doit les repiocher à l'intérieur d'eux, etc. Les systèmes d'information sont différents, donc il faut aller toper les bons éléments dans les systèmes d'information, les restituer dans cet environnement, dans tout le système de relation avec le client, pour lui permettre de mieux comprendre, et puis nous-mêmes pour aller plus vite aussi également. Voilà, donc en fait, c'est un chantier informatique quelque part. C'est un chantier informatique et de process aussi. On est en train de revoir l'ensemble des processus. Puisque quand on digitalise, c'est bien beau de digitaliser, mais il faut aussi que les process papier, il en existe. Nous, Mutuelle, on était uniquement papier il y a quelques années. Il faut qu'il n'y ait pas de décorrélation entre le processus papier et le processus digital. Parce qu'autrement, on va avoir une adhésion digitale. Je prends le principe d'une adhésion. Tout va aller très bien quand je fais l'adhésion digitalement sur mon espace. Et puis, en fin de compte, il se trouve que papier, je vais avoir des barrières. Je vais stopper un certain nombre dans le processus d'adhésion. Je vais avoir des barrières qui vont faire que je vais demander des éléments complémentaires. Donc, je vais essayer d'imaginer ça en donnant un exemple. Il y a encore peu de temps, pour une adhésion, nous demandions l'attestation Sésame Vital. Tout le monde a une carte Sésame Vital. Il y a des lecteurs, tout le monde s'en sert chez le médecin. Il faut savoir que pour une mutuelle, ce qu'il faut, c'est ce qui figure sur le papier sur lequel l'attestation Sésame Vital est collée. C'est-à-dire l'endroit où vous êtes enregistré au niveau de sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie. Et donc, systématiquement, nous demandions la photocopie de l'attestation. On n'est pas les seuls à le faire. Il faut savoir que ça, peu d'entre vous l'ont gardé. Alors, elle peut maintenant se redemander chez Amélie facilement, au niveau de la sécurité sociale, mais peu d'entre vous l'ont gardé. Eh bien, nous avons, en analysant ce process et ce process d'adhésion, nous avons supprimé cette demande. Et nous faisons tout un travail informatique de vérification, puisqu'on va inscrire, on peut le faire informatiquement, vérifier que quelqu'un est bien dans la caisse du 75, et on ne demande plus le papier. Voilà. Donc ça, c'est, quand je disais le process digital, il faut process digital, prothèse papier, avoir un parallélisme le plus complet possible, et puis il faut simplifier nos processus systématiquement pour avoir une réponse la plus claire possible. Alors, quand on parle comme ça paraît relativement simple, il suffit d'écrire le process et on l'implémente. Dans les faits, concrètement, pourquoi ça bloque? Pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas déjà? Pourquoi est-ce que c'est un sujet? Et notamment chez Énergie Mutuelle, comment est-ce que vous faites, quels sont les freins, et comment est-ce que tu parviens aussi à les lever? Les freins, ils sont, c'est classique, c'est des équipes de front office, il y a des gestionnaires, il y a des collaborateurs, donc c'est l'accompagnement du changement qu'on doit mener vis-à-vis de ces différentes équipes. Et bien, la vision d'un gestionnaire n'est pas celle d'un téléconseiller qui a l'adhérent au bout du fil. Donc il faut arriver et puis des années et des années de pratique, de règles de gestion, il faut les transformer, il faut les rendre claires pour tout le monde, et il faut aussi les rendre claires pour l'adhérent. Il faut appliquer cette transparence-là jusqu'au niveau de l'adhérent, mais les freins sont principalement internes au sein de l'entreprise. Et donc comment est-ce que tu fais pour les lever, ces freins ? La formation, travail en atelier, le grand classique, mais voilà. Alors, il y a une autre dimension dont tu parles, qui est un petit peu entre les lignes, c'est la dimension technologique en tant que telle, informatique. Là, en l'occurrence, le process, à un moment donné, il faut le mettre en œuvre dans le système d'information, dans l'ensemble des mécanismes qui sont en train de tourner au-dessus de moi. Moi, j'ai une question qui m'intéresse à titre d'éditeur de logiciel. Quel est le rôle de l'éditeur là-dedans ? Est-ce que c'est juste là, il plaque son logiciel parce que, il a le logiciel, il le plaque, ou est-ce qu'il doit vous accompagner ?
Il doit évidemment accompagner. Bon, la question était un petit peu orientée. Mais comment? Alors, en nous aidant justement sur la masse des règles de gestion et des processus, à identifier ceux qui sont les plus importants et sur lesquels on va focaliser tous nos travaux pour restituer une vision, alors ce qu'on appelle aujourd'hui, enfin les travaux qu'on fait en ce moment, ensemble d'ailleurs, mais une vision, ce qu'on appelle une vision 360. Toute interaction avec le client doit être restituée dans un espace qui est accessible et commun à la fois au client, à la fois au gestionnaire, et dans les deux sens. On est en entrant, on est en sortant, tout doit se tracer et être visible dans cet espace. Alors après, cet espace, il va être matérialisé au sein d'un smartphone, au sein d'un espace Internet et autres, mais voilà. Alors je parlais tout à l'heure de complexité du métier. En fait, on voit que ce n'est pas seulement pour le conseiller de clientèle que c'est complexe. D'une manière générale, c'est complexe pour le directeur de la relation client qui est amené à gérer l'ensemble de ces processus et de les faire coïncider avec le logiciel, de le faire coïncider avec les gens, de conduire du changement. Et puis c'est complexe aussi, d'une manière plus générale encore, pour l'entreprise, parce que finalement on est dans un processus d'expérience client. Donc c'est c'est un processus de décloisonnement des différents services de l'entreprise. Là, on vient de voir le travail que tu mènes actuellement. Donc c'est un projet qui consiste à mettre à disposition le plus d'informations utiles possible dans l'espace privé, en utilisant notamment l'ensemble des informations gérées par Akio, en l'occurrence au niveau du service client, mais aussi toutes les autres interactions. Donc ça, c'est ton projet actuel. Tu dis qu'il y en a pour un an et demi encore à peu près? Oui, jusqu'à fin 2020. Oui. D'accord. Si on va encore un peu plus loin, la suite, c'est quoi? Comment est-ce que tu vois les choses ensuite? Comment est-ce que ça se développe par la suite? À partir du moment où on a positionné dans cet espace et on s'est analysé et tous les événements en interaction avec le client sont tracés, là on va pouvoir réfléchir un petit peu, faire un peu de BI, d'IA, ainsi de suite. Et l'idée c'est d'être de plus être simplement en réaction, mais en anticipation. C'est la dernière roue qui tourne, je crois. Voilà, c'est la dernière. C'est pour voir si je suis. Et donc. Là aussi, je vais donner un exemple. Je reviens sur l'hospitalisation de tout à l'heure, une prise en charge qui doit être correctement délivrée et tout. Ça, c'est très bien. Mais demain, alors, on le fait déjà dans le monde des mutuelles et des groupes paritaires, on le fait déjà un peu, mais pas sur tous les actes. Mais l'idée demain, c'est je détecte qu'il y a une demande, un besoin, une prise en charge délivrée. Je ne vais pas attendre d'avoir 5 ou 6 jours le retour pour déclencher, sur demande de l'adhérent, une aide ménagère, l'accompagnement pour accompagner les enfants à l'école, ce genre de choses. Je vais peut-être le pusher directement. Je vais directement, à partir de ces éléments qui sont des éléments gestion, donc j'ai reçu une télétransmission de la sécurité sociale avec une prestation, une demande de prise en charge, une demande, mais derrière je vais être en push, donc je vais certes réagir automatiquement, et puis quand on réfléchit un petit peu, il y a des situations de la vie, je détecte qu'il y a des naissances, il y a des déménagements, ainsi de suite, on détecte, on peut peut-être pousser de nouveaux services qui vont valoriser l'ensemble de la protection que l'on apporte à nos clients. Pour améliorer encore l'indice de confiance. Alors pour faire le lien avec une question qui était posée tout à l'heure, tout ça tu le mesures ou tu as l'intention de le mesurer? C'est un gros projet, tu investis du temps, de l'énergie, sans doute de l'argent, ça transforme l'entreprise, forcément il faut que ce soit suivi de résultats. On va t'attendre un peu au tournant. Donc comment est-ce que tu mesures tout ça et comment est-ce que tu fais en sorte que quelque part tout ce travail qui valorise l'entreprise, ce soit connu aussi de l'extérieur et que ça améliore la réputation de la société et que tu puisses le mesurer? Alors on fait le grand classique aujourd'hui, on est ISO, ça d'accord. Après on fait les enquêtes de satisfaction annuelles auprès de panels de clients individuels, collectifs et autres. Mais l'enjeu demain, c'est justement avec les outils de relation client, c'est derrière chaque action, chaque interaction, rebondir et tout de suite demander, vérifier l'indice de satisfaction. Mais sur chaque acte quasiment. Donc là, on ne le fait pas aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le faire. Certains le font dans d'autres métiers.
Nous, je vous l'ai dit, vu la fréquence, c'est difficile. Mais l'enjeu demain, c'est cela. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en capacité de le faire, sachant que ça pourrait être un email envoyé automatiquement à toute personne connectée, par exemple, sur l'espace client ou ayant eu une relation avec un conseiller? Sur chaque acte, il faut adapter aussi. C'est en fonction de l'acte aussi et de la durée et de la délivrance qu'on va adapter les messages sortants. Et là, on n'a pas cette finesse aujourd'hui. D'accord. Donc ça fait partie aussi des chantiers que vous allez mettre en place. D'accord. Très bien. Est-ce que, en termes de timing, je ne sais pas, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions au regard de ce qui vient d'être évoqué? Oui? Alors, pardon. Je peux te confier ça? Pardon. Bonjour, donc Soraya Kasmi, Société Raja. Moi, je suis responsable commercial web dans cette entreprise. On est en pleine action aussi de transformation digitale, comme plein d'entreprises. Je voulais juste revenir sur une chose qui a été dite dans cette première partie. Vous avez évoqué que côté front, vous êtes en fait dans cette dynamique-là. Mais concernant tout ce qui est back-office, de ce que j'ai compris, c'est tout le chantier qui vous reste à faire. C'est à peu près ça ? Alors, en partie, il faut interconnecter complètement les deux. Voilà. Donc voilà. Ma question, c'était aujourd'hui, dans le partenariat que vous avez avec Akio, on a un gros chantier qui a été fait en front. Reste encore toute cette partie-là de back-office, avec toute cette contrainte dont vous avez parlé, qui est les systèmes informatiques. D'accord, ok. Je me permets juste une petite intervention. Il reste plein de choses à faire encore sur le front office. C'est ce que j'ai entendu, exactement. Si je dis une bêtise. Et, non, actuellement, c'était. Merci beaucoup déjà parce que j'ai trouvé que c'était très clair et puis qu'en plus c'était très transparent aussi. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont encore à faire. C'est bien parce que pour les entreprises qui viennent justement échanger, avoir de l'information, ça permet aussi de se dire que bon, on est plusieurs peut-être entreprises à être dans les mêmes parcours, les mêmes recherches, les mêmes besoins. J'étais juste en train de me poser la question, c'est pourquoi, dans les parcours clients que vous avez, certaines choses peuvent être faites d'ores et déjà. Différemment, comme tout à l'heure vous évoquiez le cas de un rejet, il faut que ce soit tracé absolument, etc., etc. Mais entre les deux, il y a peut-être un intermédiaire. Ça peut être générer en fait un appel sortant auprès du client, lui donner de la visibilité, et dans un deuxième temps, peut-être après, lui donner l'information écrite. Et après, j'entends tous les volumes que vous avez, ça va être compliqué de concaténer. Je suis curieuse de savoir comment vous allez faire en fait pour attaquer tout le reste, quoi. Alors, c'est pas franchement une question, c'est plutôt une interrogation, parce que je me dis qu'il y a une première marche d'amorcer, c'est super. Je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et je suis très curieuse de savoir comment vous allez faire la suite et je le partagerai bien volontiers avec vous. Alors, je ne vais pas répondre en totalité, mais je vais vous donner juste l'état actuel de là où nous en sommes. La totalité de l'entrant aujourd'hui est tracée. C'est-à-dire tout ce qui arrive par courrier, par mail, par téléphone, est tracé dans des espaces qui ne sont pas encore restitués, mais ils sont en cours de construction. Enfin, c'est en cours d'alimentation. Les espaces existent, mais l'ensemble des données entrantes sont tracées. Les données sortantes, on les a depuis quelques lunes. Hein. Ça fait des années. Nos données, elles existent dans nos systèmes d'information. Là, tout le travail qu'on a pendant 6 mois, c'est catégoriser avec les partenaires, avec les fournisseurs, avec catégoriser les informations et aussi avec les parties prenantes entreprises, les parties prenantes clients, quelles sont les informations utiles à restituer. Il y a tout ce travail-là que l'on fait, c'est sous forme d'atelier et on doit l'avoir terminé pour septembre. Voilà. Et à partir de là, bon, après c'est du projet, donc on a des livrables et autres, mais la principale difficulté, c'est d'aller toper les bonnes informations, celles qui sont utiles à restituer. Alors ça ne se fera pas du premier coup, mais on pourra, une fois qu'on aura la mécanique enclenchée, on pourra toujours y revenir et porter telle ou telle autre information ensuite. Voilà. Bonjour, Olivier Renaud, Société Soparco. Moi, je suis dans une entreprise industrielle. Je reste un tout petit peu sur ma faim parce que j'étais très intéressé par le sujet. Et il est
pour moi, traité sous l'angle du système d'information. Et j'aurais souhaité en fait qu'il évoque un peu plus que ça, c'est-à-dire j'aurais souhaité savoir, à un moment vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire on doit ouvrir les portes de son entreprise. Moi j'aurais souhaité savoir en fait votre point de vue sur ce qu'une entreprise doit être capable de dire et ce qu'elle ne doit pas dire. Où se situe finalement la frontière au niveau de la transparence? Est-ce que tout est bon à dire pour acquérir la confiance du client ou quelles sont les choses finalement sur lesquelles il ne faut pas dire? Alors, je vais commencer par nuancer un peu la chose. Il y a 2 études qui sont parues très récemment. Il faudrait que vous veniez me voir que je vous donne les références exactes. Je ne les ai plus exactement en tête. Qui montre que la communication transparente a un effet extrêmement limité sur la confiance des publics. Le chiffre que j'ai en tête, c'est que je crois qu'il n'y a que 12 ou 13% des personnes sondées qui expriment qu'une communication, j'ouvre mes portes, je vous montre que je fais de la RSE, je vous montre que je mène des programmes de responsabilité sociale, d'égalité des chances, j'ouvre mes usines, l'hygiène, avec toutes les crises qui vont derrière, on pourrait penser que c'est très important. Pas tant que ça. Ce qui compte pour les gens, ce qui fait que la confiance va être générée, va permettre de faire du business, ce qui vraiment joue sur la confiance, selon ces 2 sondages, qui sont parus par 2 instituts différents, à peu près au même moment, à quelques mois d'intervalle, c'est la qualité du produit et du service. En bref, on revient aux fondamentaux, quoi. C'est-à-dire que si vous faites un peu de marketing, c'est le salon e-marketing à côté. Vous savez que les contenus, c'est très important. Il faut communiquer, expliquer qui on est, ce qu'on fait, etc. Et je maintiens que c'est très important. Même s'il ne s'agit que de convaincre que 12 ou 13 personnes sur 100, ça reste très important et personne ne le faisait avant. Cependant, fondamentalement, ce que les gens attendent, c'est d'abord que ça fonctionne. Le rapporteur d'une des études dit ils ne veulent pas voir ce qu'il y a dans le capot, ils veulent que le moteur marche. Raison pourquoi il nous paraissait essentiel dans cette conférence, alors désolé, je défends un peu du coup l'orientation qu'on a prise, davantage que de parler de communication transparente, de parler de relations transparentes et donc de mettre à disposition les informations dont le client a besoin pour s'assurer de est-ce que le produit fonctionne. On a encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Plus personne n'a de questions? Non. Alors, oui. Juste pour poursuivre la conversation là, sur ce que vous venez de dire sur la qualité du produit, en gros la qualité du produit ou service, c'est la confiance. Je pense que quand même, dans notre salon ici de la stratégie client, je pense qu'il y a tout l'effet waouh de l'échec du produit, c'est-à-dire quand ça ne fonctionne pas, quand le produit ou le service ne fonctionne pas, c'est là où la relation client devient importante et on reconquiert le client par la relation client, par la satisfaction du client, éventuellement l'effet waouh, etc. Donc je pense qu'il y a un enjeu fort de ce côté-là. Je parlais plutôt de communication institutionnelle, de communication corporate sur la marque, sur les produits. Je suis un homme de communication, j'adore la communication. Je suis convaincu de l'importance de la chose. J'ai travaillé juste avant avec des journalistes, dans une expérience antérieure. Et donc je sais à quel point c'est important. Cependant, c'est toute la philosophie d'ailleurs d'Akio. Et je pense, pour connaître Jean-Claude, que c'est la même chose chez Énergie Mutuelle. Ce qui nous importe en tout premier lieu, c'est de faire en sorte que simplement ce qu'on vend, ce soit de la bonne qualité. Voilà. Et que les gens, du coup, soient contents. Alors après, si ça ne marche pas bien, le deuxième niveau, c'est de les accompagner pour comprendre pourquoi. D'où l'importance de la connaissance, reconnaissance et de l'anticipation. Comprendre ce qui ne va pas. Et d'agir à partir de là. Donc s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est sûr, vous ne verrez rien. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient une réputation particulière dans ce monde-là, ces dernières années, qui n'accompagnaient pas beaucoup et qui ont complètement changé de cap ou qui sont en train de changer de cap. Nous, ça fait 20 ans qu'on accompagne les clients. Et puis après, il y a un troisième niveau qui est la communication pour expliquer fondamentalement qui nous sommes. Qu'est-ce qu'Énergie Mutuelle?
j'imagine que tu communiques toi aussi, tu as une communication de plus en plus ouverte et transparente sur ce que tu fais en termes de programme, en termes d'ADN d'entreprise. Oui, là où vous avez tout à fait raison, c'est que quand ça dysfonctionne, donc le traitement des réclamations, et là on a notre lot de réclamations, évidemment c'est très important là d'avoir toute la relation client par la voix, en vis-à-vis quelquefois, qui va permettre de restaurer une confiance qui peut être entamée. Oui. Excusez-moi, si vous voulez bien répéter, que tout le monde profite de votre question. Et je disais effectivement réparer la relation, éventuellement aussi avec cette transparence sur d'admettre oui ça dysfonctionne chez nous et voilà ce qu'on va faire pour. Mais voilà, c'est aussi cette transparence-là, c'est admettre. Non seulement admettre, mais évidemment vis-à-vis du client, mais surtout il faut en tirer enseignement. Quand on a une réclame, pourquoi on a eu une réclame, pourquoi on a eu un dysfonctionnement, c'est après modifier des règles de gestion. C'est pas toujours simple à rebondir à chaque fois sur cela. Alors, pour conclure, nous avons une deuxième intervention qui est prévue jeudi prochain matin, que je me permets de vous recommander, parce qu'on va parler d'un des sujets, enfin c'est la suite pratiquement, on va parler de qu'est-ce qu'on fait de la donnée, justement. On la met à disposition du client, c'est une bonne chose. Mais comment on fait pour anticiper sur les besoins? On n'a pas eu tellement le temps d'en parler. Il faut mettre en place de l'intelligence artificielle. Il faut mettre en place des moteurs d'analyse sémantique. Il faut mettre en place des algorithmes de compréhension textuelle et voix de ce qui se passe. Donc il y a tout un sujet d'analyse de toutes ces données qui sont récoltées au sein du centre de relations clients. Et en fait, s'il y a parmi vous des DRC, des directeurs relations clients, vous le savez sans doute, vous êtes assis sur de l'or. L'or aujourd'hui, c'est la donnée. Et vous avez des tonnes de données sous les pieds. Il faut que vous sachiez il faut que vous arriviez et que vous sachiez les exploiter et les mettre à disposition, d'une part, de votre propre centre, mais également du marketing. On parlait de catalogue de tarification, parfois c'est un petit peu compliqué. Ben voilà, s'il y a des choses qui remontent sur la difficulté d'un tarif, à comprendre un tarif ou un mode de remboursement, ça c'est remonté par le centre de relations clients. Il faut pouvoir l'analyser. C'est une information qualitative qu'il faut pouvoir traiter quantitativement. C'est pour ça qu'on a besoin derrière de travailler tout ça. Alors ça va être évoqué jeudi matin à 10h, je crois, dans une autre conférence que je vous recommande. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Dans quelle salle, s'il vous plaît? Je ne sais plus. Salle 10, non 8 8, 10. Voilà, 8 ou 10. Ici, en tout cas. C'est un véritable fan club. Hein. Très bien, je pense qu'on peut applaudir très fort. Je vous remercie. Donc, rendez-vous jeudi matin pour poursuivre sur la problématique et la compléter un peu. Merci à tous.